Je n'aurais jamais cru dire ça un jour, mais mon plus grand orgueil a été ma chute. Pendant des années, je me suis cru intouchable. Un sceptique pur et dur, celui qui décelait les arnaques à des kilomètres, qui riait des théories du complot et qui analysait chaque argument avec une logique froide et implacable. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que j'étais la marionnette la plus obéissante du théâtre, et que le manipulateur était la personne que j'admirais le plus. Cette vidéo n'est pas une liste de conseils. C'est mon histoire. L'histoire de comment mon scepticisme, mon armure la plus solide, est devenue la faille par laquelle on m'a complètement retourné. Je vais vous raconter, étape par étape, comment les stratégies de manipulation les plus sophistiquées ne ciblent pas votre crédulité, mais précisément votre intelligence et votre besoin de vous sentir plus malin que les autres. Restez bien jusqu'au bout, car la dernière étape est celle où 99% des gens tombent, même les plus avertis. Chapitre 1. Le cheval de Troie de la vulnérabilité. Tout a commencé par une invitation. Pas un email de spam promettant des merveilles, non. Une invitation personnelle d'une personne que je respectais, pour rejoindre un cercle de réflexion appelé « l'Axiome ». Le nom seul suffisait à flatter mon ego. On n'y parlait pas de business ou de richesse, mais de philosophie, de psychologie, de déconstruction des modèles mentaux limitants. Le rêve pour un esprit comme le mien qui se pensait au-dessus de la mêlée. Le leader, appelons-le Marc, n'avait rien d'un gourou charismatique et exubérant. C'était un homme calme, posé, incroyablement cultivé. Lors de la première session, je suis arrivé avec mes boucliers levés, prêt à démonter chaque syllogisme. Mais il n'y a eu aucun syllogisme à démonter. Marc n'a pas essayé de nous convaincre. Il a fait quelque chose de bien plus puissant, il s'est montré vulnérable. Il a raconté une histoire personnelle, un échec cuisant, une remise en question profonde qui l'avait amené à créer ce cercle. Il n'a pas dit « j'ai la vérité », il a dit « aidez-moi à la chercher avec vous ». Mon scepticisme était désarmé. Je cherchais une attaque frontale, un argumentaire à contrer. Il m'a offert une connexion émotionnelle. C'était le cheval de Troie. En acceptant son histoire, j'ai accepté l'homme, et sans le savoir, j'ai ouvert les portes de ma citadelle intérieure. La première erreur du sceptique n'est pas de croire à des mensonges, mais de sous-estimer le pouvoir d'une vérité émotionnelle. Chapitre 2. La validation par le haut, l'effet de cohorte élitiste. Le groupe était petit. Une quinzaine de personnes. Des architectes, des médecins, des chercheurs, des avocats. L'intelligentsia locale. Personne n'était crédule. Tout le monde était critique, articulé. Et c'est là que le deuxième mécanisme s'est enclenché. Quand Marc avançait une idée, même une idée qui me paraissait un peu étrange, je voyais ces esprits brillants hocher la tête, poser des questions pertinentes qui, au lieu de remettre en cause le fond, le renforçaient. Mon dialogue interne a changé. Au lieu de « c'est absurde », je me suis mis à penser « si eux, avec leur bagage, y voient un intérêt, c'est peut-être moi qui rate quelque chose. » C'est une forme de preuve sociale inversée. Ce n'est pas la masse qui vous convainc, mais une élite soigneusement sélectionnée. Le sceptique se méfie de l'opinion populaire, mais il est terriblement vulnérable à l'opinion d'un groupe qu'il perçoit comme son égal ou son supérieur intellectuel. Mon besoin de ne pas paraître stupide aux yeux de mes pairs était plus fort que mon esprit critique initial. Lentement, je n'écoutais plus pour analyser, mais pour comprendre comment être d'accord de la manière la plus intelligente possible. Chapitre 3. La création d'un langage exclusif. Et ce n'est pas tout, le piège devenait plus profond. Assez vite, un jargon spécifique à l'axiome a émergé. On ne parlait plus de problèmes, mais de dissonance structurelle. On ne cherchait pas des solutions, mais des points de convergence axiomatiques. Ces mots n'avaient aucun sens en dehors de notre cercle. Mais à l'intérieur, ils créaient une bulle, une réalité parallèle. Utiliser ce langage était une preuve d'appartenance. Critiquer les idées de Marc avec des mots du monde extérieur était immédiatement perçu comme une incompréhension. Tu penses encore avec l'ancien paradigme, me disait-on gentiment. Cette technique est diabolique pour un sceptique, car elle retourne son arme contre lui. La logique et la sémantique, nos outils préférés, sont détournés.
Le langage devient une barrière qui empêche toute critique externe de pénétrer et qui valide les membres du groupe en leur donnant l'impression de détenir une connaissance secrète. J'étais fière de maîtriser ce jargon. Je me sentais initiée, spéciale. J'avais l'impression de voir le monde différemment, alors qu'en réalité, je regardais le monde à travers un filtre de plus en plus épais, conçu par quelqu'un d'autre. Chapitre 4, l'amorce de la dissonance cognitive. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment inconfortables, mais de manière subtile. Marc a commencé à introduire des idées qui heurtaient mes valeurs fondamentales. Rien de radical au début. Juste des petites remises en question sur l'attachement familial, sur la notion de loyauté professionnelle, sur l'importance de l'amitié, traditionnelle. Il les présentait non pas comme des vérités, mais comme des explorations intellectuelles. Mon cerveau a sonné l'alarme. Une petite voix disait, c'est malsain. Mais une autre, bien plus forte, disait, j'ai déjà investi tellement de temps et d'énergie ici. J'admire Marc. Tous ces gens intelligents sont d'accord. Si je rejette ça, je rejette tout le reste. C'est la dissonance cognitive. Pour réduire ce malaise insupportable, j'avais deux choix, soit admettre que je m'étais trompée depuis le début et quitter le groupe, ce qui était une blessure narcissique immense pour le sceptique que j'étais, soit, et c'est ce que j'ai fait, tordre ma propre logique pour justifier l'injustifiable. J'ai commencé à me dire, c'est provocateur, mais c'est pour nous faire réfléchir. C'est un exercice. J'ai rationalisé. La manipulation la plus efficace ne vous force pas à croire, elle vous amène à vous convaincre vous-même. Chapitre 5, l'isolement déguisé en élévation. L'étape suivante fut l'isolement. Mais encore une fois, de manière insidieuse. Marc n'a jamais dit, coupez les ponts avec vos proches. Il disait, entourez-vous de gens qui vous élèvent, qui comprennent votre démarche. L'énergie est précieuse, ne la gaspillez pas avec ceux qui sont bloqués dans l'ancien monde. Progressivement, mes amis de longue date me paraissaient simples. Leurs préoccupations, futiles. Leurs conseils, à côté de la plaque. Quand je leur parlais avec mon nouveau jargon, ils me regardaient avec des yeux ronds. Je n'étais plus compris. Et au lieu de me questionner, j'ai interprété leur incompréhension comme une preuve de ma propre évolution. Le cercle était devenu ma seule vraie famille, le seul endroit où je me sentais vraiment moi-même, ou plutôt, la version de moi-même que je pensais devoir devenir. Le sceptique, qui se targue de son indépendance d'esprit, était devenu complètement dépendant de la validation d'un seul groupe. L'isolement n'était pas une punition, c'était une récompense, une preuve de mon ascension. C'était terrifiant, et je ne voyais rien. Chapitre 6, l'escalade de l'engagement. Le principe du pied dans la porte, vous connaissez ? C'est exactement ça, mais à un niveau psychologique. Tout a commencé par des réunions hebdomadaires. Puis un séminaire d'un week-end, payant bien sûr, pour approfondir. Puis on nous a demandé de petites contributions pour financer les projets du cercle. Puis de donner de notre temps pour organiser des événements. Chaque « oui » rendait le prochain « oui » plus facile, et le « non » impossible. Revenir en arrière aurait signifié admettre que tous les engagements précédents étaient des erreurs. C'est le piège du coût irrécupérable, 5 cost fallacie. Mon ego de sceptique était en jeu. Je ne pouvais pas admettre m'être fait l'avoir. Alors j'ai continué. J'ai payé. J'ai investi de mon temps, de mon énergie émotionnelle. J'étais en train de construire ma propre prison, barreau par barreau, et je pensais construire un temple. Plus je donnais, plus je devais croire que la cause en valait la peine. Mon engagement n'était plus basé sur la conviction, mais sur la justification de mes engagements passés. C'est le point de bascule, vous n'agissez plus selon vos croyances, vous forgez vos croyances pour qu'elles correspondent à vos actions. Chapitre 7, l'illusion du choix final et le réveil. Voici le plus important, le coup de grâce. Le moment où tout a failli basculer pour de bon. Marc a présenté le « projet Oméga », l'aboutissement de tout notre parcours. Un projet flou, grandiose, qui nécessitait un engagement total. Pas seulement financier, une somme considérable qui me mettait en difficulté, mais un engagement de vie. Il s'agissait de quitter nos emplois pour certains, de s'investir à plein temps. Et il a présenté ça non pas comme une exigence,
mais comme un choix. Vous êtes libre, a-t-il dit. C'est votre décision. Seuls ceux qui sont vraiment prêts feront le saut. C'est le summum de la manipulation. En me donnant l'illusion du libre arbitre, il activait mon besoin de prouver ma loyauté, mon courage, mon appartenance à l'élite. Dire non, à ce stade, n'était plus une option logique, c'était un aveu de faiblesse, une trahison. Mon cerveau était en ébullition. J'allais dire oui. J'avais préparé mon discours, ma justification. J'étais à quelques heures de commettre l'irréparable. Le déclic est venu de la manière la plus inattendue qui soit. J'ai croisé un vieil ami d'université, quelqu'un que j'évitais depuis des mois. Il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas critiqué. Il m'a juste regardé et m'a posé une seule question, toute simple, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu rire aux éclats. Est-ce que tu es heureux? Personne dans le cercle ne m'avait jamais posé cette question. On parlait d'accomplissement, de transcendance, jamais de bonheur simple et brut. Cette question a fait l'effet d'un court-circuit. Elle a contourné toutes les barrières linguistiques, toutes les justifications intellectuelles. Et la réponse, c'était non. Je n'étais pas heureux. J'étais stressé, angoissé, sous une pression constante de devoir être à la hauteur d'un idéal qui n'était pas le mien. Tout le château de cartes s'est effondré en une seconde. Le jargon, la validation du groupe, l'admiration pour Marc, tout m'est apparu pour ce que c'était, une cage dorée, construite avec mon propre consentement. Conclusion, la vraie immunité. J'ai quitté le cercle ce soir-là. Ça a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai faites. J'ai dû affronter la honte, le sentiment d'avoir été stupide, la perte de cette communauté qui était devenue toute ma vie. Mais j'ai surtout compris l'erreur fatale du sceptique. On pense que l'immunité vient de l'intelligence, de la logique, de la capacité à analyser les faits. C'est faux. Les manipulateurs les plus doués n'attaquent pas votre logique, ils la contournent. Ils ciblent votre ego, votre besoin d'appartenance, votre peur de l'isolement, votre désir de vous sentir spécial et intelligent. Ils ne vous vendent pas un mensonge, ils vous amènent à le construire vous-même. La vraie immunité, ce n'est pas de se méfier des autres. C'est de se méfier de soi-même. C'est d'être sceptique envers ses propres certitudes, ses propres réactions émotionnelles. C'est de questionner ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui flatte notre intelligence. C'est d'accepter qu'on peut se tromper, et que ce n'est pas une faiblesse, mais la plus grande des forces. Si mon histoire peut vous aider à repérer ne serait-ce qu'un seul de ces signaux, chez les autres ou en vous-même, alors ma chute n'aura pas été vaine. Partagez avec quelqu'un qui veut se lancer. N'oublie pas de t'abonner.